Nous sommes donc de retour en direct avec mes invités pour la table ronde, ma table ronde qui s'intitule donc Hybridation digitale humain, le numérique au service du client et de l'organisation, dont l'idée c'est donc de discuter pour comprendre comment le numérique s'établit justement, intervient au service du client et de l'organisation. Pour en parler, vous le voyez, j'ai un panel d'invités qui représentent des secteurs très variés, le bâtiment, la restauration, la chimie, le matériel de bureau ou encore la data science. On en parlera plus tard. C'est le seul invité qui n'a pas pu être là aujourd'hui et donc sa présentation a été enregistrée. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec Nicolas Chardon donc de Pomona. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le responsable e-commerce du groupe Pomona. Alors, c'est un géant en France de la distribution de produits pour les restaurants et les commerces spécialisés. Je crois que vous en fournissez environ 50 000. En bref, c'est grâce à vous qu'on pouvait manger au restaurant quand c'était possible ou qu'on a encore de quoi s'acheter à manger dans les commerces. Alors, on va commencer peut-être, je vais vous laisser présenter Pomona et son écosystème numérique, le site e-commerce, l'application mobile, et si vous pouvez nous donner quelques chiffres clés pour illustrer justement cette activité. Effectivement, comme vous le disiez en introduction, nous sommes donc un groupe multispécialiste leader de la distribution livrée en France auprès des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Donc, pour faire assez simple, nous aidons et nous approvisionnons tous ces professionnels en termes de denrées et de produits qu'ils utilisent pour servir leurs clients. Nous sommes divisés selon différents marchés et en l'occurrence différentes typologies de température produits. Comme vous le voyez sur les slides, nous avons 4 branches qui sont très orientées RHD, donc restauration hors domicile, 2 branches que sont Délices et Créations et Saveurs d'Antoine qui sont plutôt orientées vers des commerces alimentaires spécialisés, Délices et Créations pour tout ce qui est boulanger, pâtissier et Saveurs d'Antoine pour tout ce qui est boucherie traiteur. Et enfin, nous avons une présence à l'étranger avec des bureaux et des entrepôts en Suisse et en Espagne, plus particulièrement en Catalogne. Et effectivement, aujourd'hui, notre écosystème numérique s'appuie essentiellement sur des sites internet dits de marques ou de branches pour chacune des marques que vous avez à l'écran avec des sites internet plutôt orientés brand avec des contenus marques. Et donc, depuis 2018, pour nos branches Passion Froid et Épicaveur, nous leur avons rajouté une deuxième plateforme de e-commerce permettant de s'inscrire, nous, dans une logique omnicanal, puisque pour ces clients, jusqu'en 2018, ils avaient au quotidien affaire avec 2 canaux de vente, allons-nous dire comme la partie vente terrain avec un commercial ou un chef de secteur et la partie vente sédentaire avec des plateaux de télévendeuses. Et donc, depuis 2018, un 3e canal de vente a été rajouté avec l'arrivée du e-commerce. Aujourd'hui, notre site e-commerce est en version desktop ou responsive. On n'a pas encore d'application mobile à date. Et donc, ce 3e canal de vente s'adresse vraiment dans cette logique omnicanal que je vous expliquais, où chacun des canaux de vente répond à un besoin bien particulier du client. Le client, concrètement, avec son chef de secteur ou son commercial, il est là dans le relationnel, dans la négociation de prix. Avec sa télévendeuse, il est plus dans une logique de réactivité. J'ai un problème avec ma commande, j'ai oublié un produit. Et le 3e canal de vente, donc avec le e-commerce, est vraiment dans ce côté praticité, réflexion, d'aide au choix, dans une logique vraiment de liberté, puisque c'est ouvert bien évidemment H24, alors que avec son chef de secteur ou sa télévendeuse, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, nous, on n'a pas établi de concurrence entre ces 3 canaux. On l'a dit tout à l'heure dans d'autres conférences. Aujourd'hui, un client, lorsqu'il se connecte sur son compte e-commerce, il retrouve bien ses produits pour lesquels il a des tarifs négociés. Et donc, c'est vraiment cette logique omnicanal qui s'appuie avec derrière d'autres services ajoutés, que ce soit la partie information produit, espace client avec historique de commande, facture et autres. Aujourd'hui, ce site e-commerce adresse toutes nos cibles clients, que ce soit dans la restauration commerciale, un café du coin, comme des chaînes structurées avec des réseaux beaucoup plus importants, mais également la restauration sociale collective, que ce soit des cantines d'école ou des cantines en entreprise. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez outillé vos clients avec tous les outils là, que vous venez de développer.
cependant, on sait que votre secteur a connu un développement digital assez tardif. Comment est-ce que la crise sanitaire qu'on vit là depuis le mois de mars a modifié les usages? Et ce que je voudrais savoir et comprendre, c'est finalement de quels outils justement vos clients se sont servis, ou alors au contraire, de quels outils se sont-ils détournés, de quels outils n'ont-ils pas eu besoin, ou plutôt donc, une fois la crise passée, que restera-t-il? Effectivement, comme vous le rappeliez, notre secteur était plutôt en retard sur ces sujets-là, mais depuis, Pomona, comme ses concurrents, ont essayé de rattraper le retard en mettant en place un certain nombre de solutions digitales. Juste pour avoir quelques petits points de repère par rapport à ce contexte de crise sanitaire, pour nous, lors du premier confinement, c'était une perte d'activité de presque 70% dès le 16 mars, puisqu'en fait, pour être très pratico-pratique et pour que l'audience comprenne, nous, entre le moment où une annonce de fermeture est annoncée par le gouvernement, 24 ou 48 heures après, on voit tout de suite l'impact business qui s'affiche. Donc, pendant le premier confinement, c'était une perte à hauteur de 70%. Et dans le cadre du deuxième confinement là, qui s'est avéré depuis le début du mois de novembre, on est à moins 40. Donc, c'est vraiment des choses très impactantes et très directes sur lesquelles il faut tout de suite pouvoir réagir et s'adapter. En termes d'usage, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas forcément de nouveaux usages qui sont apparus, si ce n'est qu'on va plutôt accélérer en fait ce qui existait déjà depuis 1 ou 2 ans. Sur la partie client final, comme vous le savez tous, la partie commande en ligne et livraison à domicile a clairement explosé depuis ces derniers mois et ça ne va que aller en progressant dans les mois à venir. Sur la partie de nos clients directs, et donc là cette cible B2B, c'est un peu pareil en fait. Les usages étaient compliqué, en tout cas tardif à arriver, et on voit que de plus en plus de gens commencent à se mettre à ces commandes en ligne. On a plusieurs éléments d'explication qui peuvent répondre à cela. Dans un premier temps, il y a des choses très très factuelles. Au moment où le confinement est arrivé, des impacts de chômage partiel sont très vite arrivés. Donc, on a moins de contact avec son groupe, avec son binôme vendeur, que ce soit son chef de secteur ou sa télévendeuse, parce qu'elle ne travaille pas. Mais en même temps, on veut maintenir une activité, donc il faut pouvoir passer commande. Et là, pour le coup, le e-commerce répond clairement à ce besoin. La partie distanciation sociale, on a un certain nombre de clients qui disaient voilà, nous, on veut pas vous recevoir parce qu'on veut pas prendre de risques. Donc, il faut trouver une alternative à cela. Et pareil, le e-commerce répond à cette demande. Et sur un plan plutôt, on va dire, business et pilotage, on a vu qu'un certain nombre de clients étaient ravis d'avoir ce type de solution en main pour mieux contrôler ses approvisionnements dans une période de crise où il faut faire des arbitrages. Donc, concrètement, aujourd'hui, le client, lorsqu'il avait une question, il avait un besoin, il s'est naturellement et plus facilement tourné sur le e-commerce qui lui apportait toute cette souplesse et liberté. Et en même temps, un des constats aussi que je veux partager avec vous, c'est qu'on avait des clients qui étaient assez réfractaires en fait à ce canal de vente et qui in fine n'ont pas trop eu le choix que de le découvrir et de s'y mettre, notamment pour tout ce qui était produits d'hygiène, sécurité. On a notre branche Epicsaveur qui vend tout ce qui est, on a nous aussi vendu des masques, du gel hydroalcoolique, mais également des offres de conditionnement lait à la vente à emporter. Et donc du coup, de fait, ces clients-là ont dû se mettre au e-commerce et à commander en ligne chez nous. Donc effectivement, ces nouveaux comportements, ces comportements qu'on avait constatés se sont accélérés, ne sont pas forcément nouveaux pour nous. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Là, l'année va s'achever, donc avec un bilan, on le sait, très difficile dans votre activité. A priori, début 2021, le ciel devrait s'éclaircir très progressivement. Je vais pas vous sortir ma boule de cristal. Cependant, j'aimerais savoir ce sur quoi vous allez travailler en termes de développement numérique et e-commerce pour l'année qui s'annonce là. Effectivement, nous, ce qu'on a entendu de la part de nos clients, parce que on essaye de les aider tant bien que mal à survenir à cette crise en étant à leur côté. Comme vous le savez sans doute, notre activité repose beaucoup sur l'humain. Il y a une relation de proximité qui est extrêmement forte. Notre business est très régionalisé et donc du coup, on a une proximité assez forte avec nos clients. Et nous, ce qu'on veut, c'est continuer à leur apporter davantage de services et d'aide au quotidien dans leur métier. Un des points qui a été adressé, qui est
et que j'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure, et ça m'a plutôt réconforté, c'est tout ce qui touche en fait à la dématérialisation de documents et notamment tout ce qui est facturation. Comme vous le savez, notamment en restauration sociale et collective, c'est des gens qui travaillent avec donc des marchés publics et autres, et donc c'est très processisé avec des processus bien établis. Et en l'occurrence, ce sujet autour de la dématérialisation de factures était un point extrêmement important, et c'est quelque chose sur lequel on va avancer très prochainement. Un autre point qui est aussi beaucoup ressorti, qu'on entend de la part de nos clients, c'est vraiment le volet local, sur lequel on a besoin de proposer des offres produits spécifiques très régionalisées, notamment dans tout ce qui est restauration collective, où il y a dans le cadre de la loi Egalim, il y a vraiment des règles à bien respecter en termes de présentation de produits aux consommateurs. Et donc, du coup, cette demande-là est exprimée, est encore plus forte. Donc, on doit aussi aller dans ce sens-là en proposant davantage d'informations, en proposant de la géolocalisation à nos clients pour leur permettre de trouver les fournisseurs avec lesquels on travaille et ces mêmes fournisseurs de se présenter. Donc, on va vraiment aller dans ce sens-là sur plus de serviciels et d'informations. Et en même temps, essayer j'ai envie de dire, d'onboarder davantage ses clients sur la partie espace client digital. Nous, l'arrivée du e-commerce, ça permet de digitaliser davantage la relation commerciale qu'on avait avec nos clients. Et donc, du coup, cet espace client aujourd'hui qu'on leur propose doit continuer à s'enrichir, doit leur permettre d'être davantage acteurs. On parle de plan de livraison. Aujourd'hui, un client, lorsqu'il travaille avec nous, il doit choisir ses dates de livraison pendant lesquelles il souhaite être livré. Il a souvent plusieurs établissements auxquels il va être livré. Donc, tout ça, en fait, ça doit lui être mis à disposition. Il doit pouvoir accéder plus facilement à ce type d'informations qui sont pour nous comme pour lui extrêmement importants. Alors, vous l'avez évoqué en filigrane tout au long de vos réponses, l'humain, l'interaction, le contact, c'est prioritaire pour vos clients dans votre secteur. Alors justement, en matière d'hybridation numérique, puisque c'est le sujet dont on veut parler aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'évolution des usages ? Alors, juste pour démarrer des éléments de réponse, je veux juste vous donner un chiffre qui était issu d'une étude qui était sortie l'année dernière. 18% des restaurateurs indépendants avaient recours au e-commerce en 2019. Voilà. Quand on a posé ce chiffre, on positionne d'emblée les défis qui attendent les acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est un secteur qui est en retard en termes de digitalisation. Néanmoins, on voit bien que les clients se sentent bousculés par ces nouveaux usages, que l'appropriation du digital, ils vont devoir s'y faire sans forcément vouloir focaliser sur des générations un peu plus anciennes, mais on voit bien que de nouveaux typologies de gérants d'établissements, de restaurants arrivent. Très souvent, c'est des gens qui sont plutôt orientés business et pas forcément comme on pourrait l'entendre, des chefs en cuisine. Et donc, ces gens-là ont une réelle appétence, en fait, pour le digital et tous ces nouveaux outils qu'on pourrait leur mettre entre les mains. Et donc, effectivement, cette appropriation va s'accélérer et monter en puissance, puisque on le voit bien que dès qu'on commence, en fait, à les rassurer dans le sens où, oui, tu commandes sur le e-commerce, sur nos canaux de vente online, mais ton commercial va continuer à venir te voir, ta télévendeuse va continuer à t'appeler. C'est vraiment des éléments de réassurance qui permettent en fait d'embarquer le client, puisque nous, on l'a bien vu en interne, ces clients-là, tout de suite, avaient le réflexe de dire non, je ne veux surtout pas commander en ligne parce que je ne veux pas perdre ce lien-là. Au contraire, ce lien va s'enrichir et continuer à se développer. Et on voit bien que quand on arrive à mettre en face du digital ce réseau dit physique, on arrive à lever un certain nombre de freins. Et en plus, nous, ces forces de vente sur le terrain ou en sédentaire sont de vrais ambassadeurs, puisque nous, nos équipes commerciales aident à l'ouverture de comptes, aident au passage de la première commande de nos clients pour vraiment lever ces barrières. Et donc, ça renforce toute cette proximité-là qu'on a avec nos clients dans des démarches de conseil, d'écoute et de recommandation, et au final, bien évidemment, de business. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Je vous propose qu'on donne la parole maintenant à Damien Berthelot. Damien, bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors, vous pilotez la stratégie marketing, achat et numérique de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui est donc une filiale de Saint-Gobain.
Je vais rappeler juste quelques chiffres clés en ce qui vous concerne, vous, SGDB. Donc, il s'agit d'une marque avec 10 enseignes. On connaît Point P, la plateforme du bâtiment, par exemple, un réseau de 2000 agences, environ 23 000 collaborateurs et 330 000 clients. Une première question pour vous, évidemment, sur la crise sanitaire et comment vous la vivez au sein de votre entreprise. Quelles sont les décisions que vous avez dû prendre pour vous adapter dans le domaine, évidemment, dans votre activité e-commerce, drive ou application mobile encore? Très bien. Alors après le premier besoin essentiel de l'alimentation, je suis là pour apporter le deuxième qui est l'habitat et le logement en tant que distributeur de matériaux de construction. Ce qu'on peut se dire, c'est que la crise sanitaire, elle a permis une accélération forte de l'adoption des outils digitaux par nos clients, mais aussi par nos vendeurs. Dans la pratique, la plupart de nos solutions étaient déjà en place, mais force est de constater que la crise a agi comme un vrai catalyseur d'usage en fait sur un marché plutôt conservateur. D'ailleurs, j'ai perçu pas mal de similitudes entre la partie café, hôtel, restaurant et la partie artisanat. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé pour caricaturer tout ce qui nous permettait de continuer à faire du business avec des outils déjà en place, donc bien évidemment du e-commerce, bien évidemment du click and collect, mais toute forme de canaux qui nous permettaient de maintenir une activité et puis apporter une solution à nos clients. Donc, par exemple, l'utilisation du canal SMS comme canal de commande et d'interaction avec nos clients. Donc, on a essayé de faire feu de tout bois. Alors, le contexte sanitaire aujourd'hui, il est entre guillemets plus facile que d'autres secteurs puisqu'on fait partie des commerces dits essentiels. Donc, nos réseaux physiques sont pleinement ouverts. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'après les périodes qu'on a connues, on a passé un cran en termes d'usage des outils digitaux. Alors, c'est vrai, bien évidemment, de notre activité en termes d'e-commerce qui a à peu près doublé sur cette année, mais c'est vrai aussi de l'ensemble des services digitaux qu'on peut être à même de proposer à nos clients. Donc, il y a un cran qui est passé avec cette crise et qui a vocation à durer, même pour compléter l'activité que nous menons dans notre réseau physique qui, comme vous l'avez indiqué, est dense. Après, il y a peut-être aussi un autre enseignement et puis un autre apprentissage dans cette crise, c'est que ça nous a imposé un fonctionnement plus agile, plus réactif. Et quand, lors du premier confinement, on a dû en quelques semaines mettre en place un outil de paiement à distance sur 2000 points de vente, on a changé un peu d'espace-temps par rapport, je dirais, à des déploiements plus traditionnels. Et donc, cet enjeu d'agilité, de réactivité, vous l'avez compris, on a le souhait de continuer à se l'appliquer au quotidien pour les mois et les années futures. Vous avez rappelé justement qu'il y a des similitudes entre votre activité et celle de Nicolas qui a pris la parole auparavant. Dans la vôtre aussi, le contact, le relationnel, le conseil, ça reste très important. Quelles innovations vous avez apportées à vos clients pour lui offrir plus d'autonomie et pour améliorer dans l'ensemble son expérience? Effectivement, la distribution professionnelle, puisqu'on s'adresse très essentiellement à des professionnels du bâtiment, des artisans, cette distribution professionnelle de matériaux de construction, elle suppose un accompagnement important dans le conseil technique, dans les allers-retours lors de consultations, dans la réalisation du devis, dans les problèmes du quotidien aussi, parce que si vous l'avez peut-être pratiqué par vous-même, mais un chantier du bâtiment, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. En termes d'activité et en tant que distributeur de matériaux pour les... Tout le monde sourit, juste en voilà. Et en tant que distributeur de matériaux, il faut répondre aux urgences, bobos et aléas de son client. Et c'est vrai que pour ça, la relation interpersonnelle, elle est clé. Notre client, entre guillemets, habituel, il vient plusieurs fois par semaine dans nos points de vente, il connaît personnellement les vendeurs, donc il y a un niveau historique de relations qui est extrêmement développé. Et c'est pour ça qu'en fait, pour nous, le défi du digital, c'est pas de remplacer, c'est d'enrichir. C'est comment on apporte à nos clients une expérience omnicanale, et là encore, je rejoins Pomona, qui soit aussi bonne que possible et qui enrichisse la proposition de valeur plutôt que la substituer
entre guillemets à un existant. Donc, on souhaite garder notre interaction de proximité et toute la qualité qu'elle propose, mais l'enrichir et en veillant à surtout éviter de devenir désincarné dans la nature de la relation qu'on propose. Donc, pour ça, en fait, il faut que le digital, dans notre activité, il apporte de la valeur ajoutée au client. On a tendance à caricaturer par la phrase « gagner du temps et de l'argent ». On est là pour faciliter sa vie, faciliter son expérience. Et je vais vous livrer, par exemple, une illustration très pratique. Nous avons lancé en fait en septembre une application digitale de formation au label RGE, reconnu Grenelle de l'environnement, donc qui est un label nécessaire de plus en plus pour les clients professionnels. On a été historiquement, au cours des années passées, très actifs dans le domaine de la formation de nos clients dans un cadre physique, entre guillemets, traditionnel. On a quand même formé près de 10 000 là, au cours des années passées, mais dans une formation qui supposait une présence de plusieurs jours, comme une formation peut traditionnellement s'effectuer. On a constaté que c'était quand même compliqué pour beaucoup de nos clients d'immobiliser plusieurs jours, et puis aussi, d'une certaine manière, de retourner un peu sur les bancs de l'école. Alors, on a donc lancé une appli, en fait, disponible sur smartphone, qui permet aux artisans, à l'heure, au rythme, à l'endroit où ils peuvent le faire, de se former et de se tester. Ils n'auront plus qu'à passer l'examen physique dans nos locaux à l'issue. Donc, on est bien dans une démonstration du digital comme valeur ajoutée supplémentaire par rapport à ce qu'on peut proposer, en physique. Alors, vous venez d'évoquer ces outils innovants. Très concrètement, comment est-ce que ça se traduit en termes de performance commerciale? Alors, en fait, on a des outils qui s'appliquent sur différentes étapes de notre parcours client. Je vous ai dit que le parcours client était souvent long et complexe. Il pouvait y avoir plusieurs intervenants, puisque dans un chantier du bâtiment, il y a aussi le client final, le particulier qui peut arriver, bon, bien évidemment le client professionnel. Le fait que notre activité soit souvent un marché de solutions et pas simplement de produits, c'est-à-dire quand on a besoin de plusieurs produits qui viennent se combiner. Et donc, en fait, notre manière d'évaluer la performance commerciale ne se restreint pas à une simple transaction e-commerce ou, j'allais dire, un chiffre d'affaires digital, parce que nos outils, ils font du sens à des étapes différentes du parcours client. Et donc, c'est sur chacune de ces étapes qu'on en mesure la performance en fonction de l'objectif fixé. On souhaite leur faire gagner du temps et de l'argent. Donc, si on le décline, par exemple, sur une aide à la réalisation de devis et suivi de leur facturation, c'est un logiciel qui s'appelle Toltec qu'on lance et qu'on propose. On a plus de 10 000 clients qui l'utilisent au quotidien. Et c'est, pour caricaturer, un logiciel de facturation pour les nuls, enfin très simple, très ergonomique, rapide, qui permettent de faire des devis, une facturation propre pour un client et tout à fait adapté à un artisan seul à son compte. Donc là, on répond à une étape du parcours client autour de la partie facturation. Mais on dispose d'autres outils. On a un outil qui s'appelle SoluPlus où on aide le client professionnel à chiffrer ses travaux plus rapidement et identifier les produits dont il a besoin. Et donc là, notre objectif, ce sera dans une mesure de performance, de l'usage, de la transformation effective de ces bons, de la valeur ajoutée ou de l'éventuelle montée en gamme, qu'on va le décliner. Enfin, je vous disais qu'il y avait le particulier qui était souvent aussi à un instant T dans la boucle de ce parcours de la construction. On a lancé au travers d'un site qui s'appelle la Maison Saint-Gobain, un apport de business à nos clients professionnels, puisque nous apportons sur ce site, donc à destination des particuliers, en fait, une aide à concrétiser son projet et dans le même temps, au travers professionnel, le plus adapté. Et puis, Alors, ça saute, je crois, un petit peu. Chez nous, on a un petit problème technique. Je suis peut-être la seule à ne plus entendre Damien ou pas. Alors, moi, je vous entends. Alors, vous nous entendez, très bien. Est-ce que l'image est revenue? Je crois que oui. Pardon, je vous laisse poursuivre. Donc, il y a eu un petit moment de... Non, j'avais à peu près terminé, mais je ne sais pas où je vous ai perdu. Alors, vous étiez... Vous étiez à la fin, à la conclusion de votre... J'illustrais effectivement
Ah, alors là, je crois qu'on vous a définitivement perdu. Bon, alors, je vous propose qu'on enchaîne en attendant que Damien Berthelot nous rejoigne à nouveau pour la suite des échanges. Constance Martini-Sondag, bonjour. Bonjour Naïla. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ah, Damien est de retour. Oui, désolé, je vous ai perdu, je vous ai retrouvé, grave, mais je vous laisse la suite. Très bien. Donc, on reviendra vers vous après, Damien. Donc, Constance, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc country manager de Mercateo France. C'est une plateforme d'approvisionnement dédiée aux professionnels pour leur fourniture de bureau ou encore le matériel informatique. Tout le monde a son importance. Tous les secteurs sont représentés. Je l'ai dit. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord commencer par nous présenter la marketplace? Je vais vous laisser vous-même donner les chiffres clés à connaître. Et bien entendu, j'ai également envie de vous demander comment est-ce que la crise sanitaire a affecté votre activité au cours de ces 9 derniers mois. Oui, alors pour présenter en 2 mots la solution Mercateo, c'est une combinaison entre une place de marché, une plateforme d'e-procurement et le réseau Unite. Et je vais, pour répondre à votre question, Naïla, je vais vous présenter donc le groupe Mercateo, qui a été créé en 2000 en Allemagne, et c'est la place de marché B2B leader en Europe aujourd'hui. Le groupe compte 14 filiales, a réalisé l'année dernière 316 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah, je vois le graphe qui s'affiche, très bien. Et Mercateo emploie 580 collaborateurs à travers l'Europe aujourd'hui. Et nous servons plus de 100 000 clients et leur proposons 90 millions d'articles à travers tous les pays. Et l'offre de produits de la place de marché est différente selon chaque pays, puisqu'en France, on a les fournisseurs français, en Allemagne, les fournisseurs allemands, etc., avec un nombre d'articles qui diffère selon chaque pays. En France, aujourd'hui, pour nos clients français, on propose 7 millions d'articles. En Allemagne, c'est plus de 25 millions. Et comme vous l'avez dit, Naïla, nous proposons du matériel de bureau, de l'informatique, du matériel industriel, des EPI, du matériel électronique, de l'outillage, etc. Tout pour couvrir les achats indirects de nos clients. Pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la crise sanitaire, comme tous les intervenants qu'on a entendus aujourd'hui, effectivement, on a été impacté aussi par la crise sanitaire. Ça a commencé au mois de mars. Mars, avril et mai ont été les mois les pires pour nous, puisqu'il y a eu vraiment un temps de latence, une adaptation de nos clients. On a certains clients dans l'industrie automobile notamment qui ont fermé leurs usines. Donc pendant des semaines, donc ils n'ont pas commandé chez nous. Ça a dû être aussi assez compliqué pour eux de leur côté. Mais donc pendant tout ce laps de temps, en fait, c'est la mise en route du télétravail pour les clients qui pouvaient le faire. Il y a eu tout un moment d'adaptation, en fait, un moment où il y a eu très peu de commandes. Et on a eu beaucoup plus de commandes en informatique, bien évidemment, que d'habitude, mais ça n'a pas compensé le matériel industriel et d'autres commandes que nous avions. Et ça a repris à partir de fin juin, début juillet, et c'est revenu à la normale vraiment en septembre. Voilà, donc aujourd'hui, on est reparti à la hausse, mais je pense, comme tous les interlocuteurs ici présents, on a quand même beaucoup souffert de ces mois compliqués, on va dire. En ce qui concerne le télétravail, nous avions déjà une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de commander à partir du compte de l'entreprise et de se faire livrer à domicile. C'était déjà une fonctionnalité qui existait chez nous, mais on a décidé, en fonction de la conjoncture, en fait, de pousser cette fonctionnalité, et ça a vraiment été un succès puisque c'était complètement adapté à la demande des utilisateurs qui étaient chez eux en télétravail, mais qui pouvaient commander à partir du compte de l'entreprise. Donc, ça a été un succès. Ensuite, pour la partie de Unite. Alors, justement, je voulais rebondir sur le réseau Unite que vous avez brièvement mentionné. Donc, que vous avez lancé en parallèle de la marketplace et qui sera accessible à tous vos clients.
qui sera bientôt accessible à tous vos clients. Alors, vous l'avez présenté auparavant comme un Facebook ou un LinkedIn pour les clients et les fournisseurs. Alors, ça donne envie d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors aujourd'hui, on est aux enjeux innovation B2B. Alors là, je voulais vous présenter vraiment une véritable innovation que Mercateo lance. C'est les réseaux Unite. Et pour vous présenter Unite, je vais vous parler de la relation fournisseur, puisque nous, on est parti de la relation fournisseur. On analyse en fait la relation fournisseur pour les achats indirects. On la distingue en 3 types de relations. Vous pouvez voir sur ce schéma, sur la partie gauche, on a la relation stratégique avec des fournisseurs très importants. Ça représente les achats clés. Environ 80%, ça dépend des entreprises, mais environ 80% des achats indirects sont passés via ces fournisseurs. Et ce sont des catalogues qui sont souvent hébergés dans le système du client. Et de l'autre côté, de la longue traîne, on retrouve les achats transactionnels, les achats ponctuels ou les achats spot. Et là, la relation fournisseur est moins importante, on va dire, puisque c'est vraiment le besoin identifié par l'utilisateur qui est prioritaire plutôt que la relation fournisseur. Et là, on peut tout à fait faire appel à une place de marché comme Mercateo, où il y a un créditeur unique et on achète sans acheter spécifiquement un fournisseur en particulier. Et on s'est rendu compte qu'entre les deux, entre la relation fournisseur très forte et l'achat spot, l'achat transactionnel, il y avait un digital gap, donc il y avait un autre besoin, c'est le besoin de se connecter rapidement à un fournisseur, c'est une approche plus tactique, se connecter à un fournisseur qu'on a identifié, où on a envie d'avoir une vraie relation avec ce fournisseur, mais le volume d'achat n'est pas assez important pour en faire un fournisseur clé, et donc pour faire tout ce travail d'onboarding et d'héberger son catalogue dans le système du client. Donc, entre les deux, on a le réseau Unite. Et c'est pour ça qu'on a créé ce réseau Unite, c'est pour combler ce digital gap. Et l'idée derrière Unite, c'est connecte-toi à ton fournisseur en un clic. Comme LinkedIn, comme Facebook, en un clic, je suis connecté avec mon fournisseur et toutes les demandes d'achat, tous les paniers remontent directement dans mon ERP. Donc, on s'économise toute la phase d'onboarding avec le fournisseur et on est connecté avec lui directement. Alors, comment ça marche ? C'est pas de la magie, c'est juste de la technologie. Et Mercateo est spécialisé dans les technologies. Donc, l'idée, c'est comme un App Store, les fournisseurs sont préintégrés et il n'y a qu'à les activer. En fait, on active le business shop d'un fournisseur pour avoir son catalogue mis à disposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi dialoguer avec ce fournisseur et demander des prix spécialisés. Par exemple, Saint-Gobain peut dire, moi je suis Saint-Gobain, je vais avoir des volumes importants, je peux tout à fait dialoguer avec ce fournisseur, l'activer, dialoguer avec ce fournisseur pour pouvoir négocier des conditions ou éventuellement un catalogue un peu différent. Voilà, c'est le principe de Unite. Unite est déjà disponible pour nos clients SAP Ariba qui ont activé SpotBuy, puisque Mercateo et Unite sont derrière l'option SpotBuy de SAP Ariba. Et il sera disponible l'année prochaine pour tous nos clients. Donc, tous nos clients pourront avoir accès au réseau Unite l'année prochaine. Toujours dans une logique d'hybridation entre le digital et l'humain, comment est-ce que vous intégrez l'interaction humaine dans tous ces développements ? Alors, très bonne question. Justement, Unite est là vraiment pour remettre l'humain et remettre la relation au cœur de l'interaction entre le fournisseur et le client. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, ça prenait beaucoup de temps, toute la partie technique, la partie onboarding, la partie relecture, la partie catalogue, en fait, prenait beaucoup de temps. Et finalement, c'est un petit peu ce temps-là qui n'est pas utilisé pour la relation, pour vraiment creuser les échanges entre les clients et les fournisseurs. Donc, vraiment, là, Unite veut vraiment remettre la relation fournisseur et client-fournisseur au cœur de l'échange. Et concrètement, on a le nom du fournisseur et l'interlocuteur privilégié avec son numéro de téléphone que le client va pouvoir contacter directement s'il a des demandes spécifiques, s'il a des interrogations pour discuter des prix de l'assortiment. Et donc, il y aura une vraie relation directe. La seule chose qui va être digitale, c'est toute la technologie et l'onboarding derrière qui va être facilité. C'est une facilitation de la mise en place du catalogue. Voilà.
Merci beaucoup, Constance. Avec plaisir. Alors, je crois qu'on a perdu Damien encore au passage, mais de toute façon, on enchaîne avec Olivier, si vous m'entendez, si vous êtes là. Oui, bonjour Léla. Parfait, bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin. Eh bien, ravi de vous accueillir. Vous êtes donc le prochain panéliste à répondre à mes questions. Vous êtes directeur de la transformation digitale d'Adev Materials. C'est donc une ETI française spécialisée dans la distribution et la transformation de produits techniques. Pour recontextualiser tout ça, ce sont des adhésifs, des colles, des isolants à destination d'industries comme l'automobile, la chimie ou le médical. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail votre activité et sa déclinaison digitale, son orientation pour l'activité e-commerce, et on aimerait comprendre justement ce qu'on peut acheter sur vos sites. Est-ce qu'on peut acheter l'intégralité de vos produits, une partie, du sur-mesure, enfin voilà, avoir un petit peu de détails sur l'organisation concrète. Oui, d'accord. Donc, Adev Materials est une entreprise de taille intermédiaire française dont le siège est à Lyon. Nous avons deux principaux business models. Le premier, c'est un business model de la distribution experte, c'est-à-dire que nous avons des experts techniques qui sont capables de vous préconiser le meilleur produit pour répondre à vos attentes. Et nous avons un business model de transformation qui consiste à adapter nos produits à votre cahier des charges pour faire du sur-mesure. Ces deux business models s'appuient sur deux gammes principales de produits, ce qui est autour des produits souples, des isolants, des adhésifs, des mousses, et une deuxième gamme de produits qui est plutôt autour du liquide, donc qui vont être des produits chimiques, comme des peintures ou des colles, par exemple, ou des résines. Et qui sont plutôt destinés à des marchés comme l'aéronautique ou l'hygiène, par exemple. Pour servir nos clients, on dispose d'une vingtaine de sites, principalement en Europe et en Amérique du Nord, qui nous permettent d'être au plus près de nos donneurs d'ordre, puisqu'on est positionné en fait dans une chaîne de valeur où on se situe entre des grands chimistes qui sont nos fournisseurs et nos partenaires, et nos clients qui sont tout type d'industrie. Vous avez, comme tout le monde, des produits qui viennent de nos circuits de distribution ou de nos compétiteurs dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans les montants de vos fenêtres ou dans votre véhicule. Il y a des produits qui sont des produits fournis par Adev Materials ou par nos fournisseurs. Pour ce qui concerne notre stratégie digitale, elle repose sur deux piliers principaux en termes d'objectifs. Le premier est la Customer Centricity. Nous venons d'un métier qui est très orienté autour du produit, de la relation fournisseur, de l'expertise et de la technicité de nos produits. Et nous cherchons à nous améliorer dans la relation client, parce que cette crise nous a montré que c'est la qualité de la relation qu'on a avec ses clients qui permet de survivre dans ces temps compliqués. Et puis le deuxième volet qui va de pair est autour de l'efficacité, de l'efficience de nos processus. Donc c'est plutôt en interne dans l'entreprise, la process efficiency, qui consiste à mieux utiliser le digital pour travailler de manière plus efficace et concentrer l'effort de nos équipes là où elles ont le plus de valeur. Le lien entre ces deux mondes se fait au travers de la data, qui est vraiment l'huile dans les rouages qui permet à cette stratégie omnicanale. Sur la partie digital commerce, nous avons fait le choix de proposer en e-commerce et donc en self-service un ensemble de produits, une gamme produits qui est un peu notre gamme phare, qui est accessible à l'ensemble des industries, qui n'a pas une spécialisation sur un secteur particulier. L'objectif derrière la mise à disposition de ces produits, c'est de libérer du temps de nos experts pour que nos experts puissent se concentrer sur ce qui est spécifique à un client, être dans une démarche d'étude et de préconisation, et que donc tout ce qui est entre guillemets standard, tout ce qui ne nécessite pas une expertise particulière, que le client n'ait pas à attendre un retour d'un technicien ou d'un expert, mais puisse par lui-même accéder finalement aux produits de manière 24/7, comme l'ont expliqué mes amis de Pomona et de Saint-Gobain. La démarche est exactement la même.
Sur la complémentarité des canaux, justement, quel est le lien avec la force de vente, le CRM, comment s'articulent toutes ces forces? Alors là, je me suis totalement reconnu dans ce qui a été expliqué, notamment par Saint-Gobain. Nous ne voyons pas du tout le e-commerce comme un canal supplémentaire. Nous voyons le e-commerce comme un service supplémentaire qui est proposé à nos clients, et donc on ne cherche pas du tout à opposer le e-commerce avec nos canaux habituels de distribution. On cherche plutôt la complémentarité. C'est ce qui est important pour nous. Cela signifie que notre e-commerce et que l'ensemble de nos services digitaux sont des outils qui sont mis à disposition de notre force de vente. Et donc, nos vendeurs peuvent aller voir nos prospects et nos clients en expliquant que le e-commerce est un service supplémentaire qui leur est proposé. On n'a pas pour objectif finalement de dématérialiser l'ensemble de notre relation commerciale avec nos clients, notamment parce que notre relation avec nos clients, nos clients attendent de nous ce métier de la préconisation et de l'expertise, qui reste un métier qui est autour de l'humain et de la compétence, et qu'on ne sait pas aujourd'hui digitaliser, que nous n'avons pas vocation à digitaliser à moyen ou long terme. Ce n'est pas du tout ce que nous cherchons à faire. Et donc, nous complémentons nos services digitaux par notre CRM, qui est la base où on va être en mesure de comprendre quels sont les comportements de nos clients et pouvoir déterminer vers quels clients les services digitaux font du sens, pourquoi est-ce qu'il faut aller leur proposer et en quoi ça va nous permettre de les fidéliser et avoir, je dirais, une meilleure perception de la proposition de valeur apportée par Adev Materials. On parle toujours en hybridation digitale humain. Comment est-ce que vous alliez justement ce développement digital et les relations humaines? Est-ce que vous allez transformer votre activité peut-être en une activité de service? Et dans un deuxième temps, en quoi est-ce que cette transformation digitale est à la source pour vous potentiellement d'un nouveau modèle économique? Alors effectivement, comme beaucoup d'entreprises, notamment dans l'industrie, nous cherchons d'un point de vue stratégique à pivoter notre business model et aller davantage dans une posture de fournisseur de services, puisque notre objectif, et j'ai entendu la même chose de la part des autres panélistes, effectivement, est de résoudre les problèmes de nos clients, donc de leur apporter des solutions et des services. Et donc, notre stratégie digitale est complètement alignée par rapport à ça. Cela consiste aussi à inventer de nouveaux business models. Et ce que nous attendons du digital, c'est de nous permettre cette transformation. Ça peut être par exemple des business models à l'usage, où le client va souscrire à un service de réapprovisionnement, par exemple, de ses produits. Ça peut être aussi la monétisation d'une partie de l'expertise que nous avons sur les produits, de leurs caractéristiques techniques et de la donnée que nous avons accumulée, soit sur les produits, soit sur les usages de ces produits chez nos clients. Et tout ça implique effectivement que nos collaborateurs voient le digital comme vraiment un axe de différenciation, un axe de transformation de l'entreprise à moyen et long terme, donc se l'approprient et soient en mesure de le valoriser auprès de nos prospects et de nos clients. Et c'est pour ça que effectivement la notion de symétrie des intentions est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Juste pour revenir justement sur la symétrie des attentions, comment est-ce que vous allez embarquer à la fois vos clients, mais aussi vos collaborateurs dans ces changements? Alors, la stratégie, la symétrie des attentions, pour nous, effectivement, c'est le fait d'être attentif à la fois à nos clients et à nos collaborateurs, parce que nous considérons que nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs et sont les premiers ambassadeurs du digital auprès de nos prospects et de nos clients, et qu'il est extrêmement important de se préoccuper autant de nos collaborateurs que de nos clients. Tout le monde a déjà fait l'expérience dans certains domaines d'un client ou d'un consommateur qui finalement, en arrivant, en sait plus sur un produit ou sur une offre commerciale que la personne qu'il a en face, que le vendeur qu'il a en face. Et nous souhaitons absolument éviter de tomber dans cet écueil-là, et c'est pour ça que nous parlons de symétrie des attentions. Cela consiste à
s'assurer que nos collaborateurs sont totalement à l'aise avec nos services digitaux, se les ont appropriés, les utilisent aussi en interne, même si ça peut parfois être des services qui au départ ont été destinés plutôt à être utilisés par des clients. Et c'est ça qui est réellement important. Et à partir du moment où nos collaborateurs vont utiliser ces services, vont se les approprier, ils vont être en mesure de les valoriser auprès de nos clients. Et c'est ce qui va permettre, je dirais, d'enrichir les services et ce qui va permettre de nous assurer que le client, on va pas uniquement lui pousser le service, on va l'accompagner dans l'utilisation et il va pouvoir comprendre tout ce qu'il peut en tirer comme bénéfice. Et à la fin, c'est vraiment ce qui est important. Si nos clients ne mesurent pas le bénéfice des services apportés, il n'y aura pas une adoption. Donc, ce qui est très, très important, c'est que le client comprenne quelle valeur on lui apporte à travers l'utilisation de ces services digitaux. Merci beaucoup, Olivier Fiquet. Alors, je vous propose d'écouter maintenant l'intervention de Patrick Urso, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a donc enregistré sa présentation. Il est donc à la distribution et au e-commerce de Thermo Fisher, en leader dans le domaine du service à la science, en plein cœur de la bataille sanitaire en ce moment. On écoute sa présentation et ensuite je vous retrouve tous pour de nouvelles questions. À tout de suite. Bonjour Patrick Urso. Bonjour Néla. Vous êtes donc chez Thermo Fisher au marketing digital. Est-ce que vous pouvez présenter tout d'abord votre activité et puis également la galaxie d'outils digitaux qui l'accompagnent? Oui, bien sûr. Donc, je me présente, comme vous l'avez dit, je suis Patrick Urso. Je suis responsable au sein de Thermo Fisher Scientific des activités liées au digital marketing et au data science pour l'Europe. Donc peut-être Thermo Fisher en quelques mots ou en quelques chiffres. Donc groupe fondé en 1903, nous sommes leader mondial du service à la science. En quelques chiffres, c'est 25 milliards de dollars de revenus, 75 000 employés dans le monde, avec un footprint évidemment global. Dans ce contexte, notre mission, c'est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Concernant le digital, nous avons engagé un virage de transformation digitale et de nos activités depuis de nombreuses années et des investissements engagés pour supporter la vision sont véritablement massifs. En ce qui concerne mon périmètre d'intervention qui est le digital marketing, c'est une réalité croissante. On constate véritablement un switch de l'offline vers l'online qu'il faut supporter, favoriser, aider. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'outils, de méthodes, de process qu'on met en place qui font appel aux dernières technologies d'intelligence artificielle, de machine learning, qui vont permettre d'acquérir du trafic, de mettre en place des campagnes de marketing automation ou plus globalement de digital selling et de data science. Alors justement, avec la consommation des outils en ligne que vous venez de mentionner, vous générez de l'information, de la data qui devient fondamentale. Comment est-ce que vous la traitez? Comment est-ce que vous la valorisez à la fois en interne et auprès de vos clients? Alors, en effet, il y a une vraie tendance qui s'opère. Il y a un gisement d'informations qui est généré par l'utilisation massive de ces outils en ligne. Si on regarde, par exemple, un client B2B, on constate que 80% du temps consacré par ce client est sans interaction avec une force de vente. C'est-à-dire 80% du temps est consacré à la recherche de produits, à la recherche d'informations, à la recherche de prix, etc. Donc, c'est un gisement d'informations, c'est une vraie manne d'informations qui va nous permettre à nous d'identifier des comportements de clients, des besoins et servir au mieux nos clients. Et c'est là que le data science intervient chez nous. On a mis depuis maintenant quelques années en place un programme de data science dont l'objectif est vraiment de valoriser cette information. Donc, on va aller étudier des données transactionnelles, des données web, des données sur les performances de nos activités marketing. Et l'objectif
in fine, c'est effectivement d'en déduire des actions concrètes en termes commercial ou marketing. Donc, il y a un vrai focus qui est fait sur la notion de intelligence. Data intelligence, c'est vraiment un focus. On va connecter avec tous les services au sein de l'entreprise pour effectivement mettre en place les algorithmies, les analyses qui vont nous permettre d'identifier effectivement des opportunités, des recommandations qu'on va aller délivrer, on va dire, aux vendeurs ou au marketing. Comment est-ce que vous vous accompagnez, comment est-ce que vous encouragez vos équipes à se servir de ces nouveaux outils? Parce que avoir un outil, c'est bien, mais s'en servir, c'est mieux quand même. En effet, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu de taille. Et la première chose, c'est effectivement de trouver de la valeur, enfin de fournir, de délivrer de la valeur. Donc effectivement, délivrer des nouveaux customer insights, des nouvelles opportunités qu'un vendeur, si je parle strictement des forces de vente, qu'un vendeur n'aurait pas eu vent par son activité habituelle, est un élément substantiel. Donc, c'est à travers la data qu'on va analyser, processer et essayer d'identifier les opportunités qui font sens. La deuxième point fondamental, c'est de pouvoir réduire les temps de préparation des appels téléphoniques de nos vendeurs. C'est vraiment de fournir une information de qualité et contextualisée. Un exemple tout simple, si vous identifiez une opportunité en ce qui nous concerne, par exemple dans la chimie, et que vous associez à l'opportunité les dernières promotions qui concernent le produit, des informations sur le produit, on va gagner un temps précieux et le vendeur va gagner un temps précieux pour pouvoir adresser ça. Et le troisième point, c'est vraiment cette capacité à prioriser les efforts et prioriser en fait la valeur de ce qu'on apporte. Donc, prioriser, ça voudrait dire qu'effectivement, en fonction d'un certain nombre de métriques, par exemple, ça pourrait être le potentiel revenu d'une opportunité, on va apporter ce niveau d'information au vendeur et l'aider effectivement à être beaucoup plus efficace. Comment est-ce que la crise sanitaire a modifié les habitudes de vos vendeurs? Comment vous êtes adaptés justement face à cette période un peu exceptionnelle? Alors, c'est un peu les leçons qu'on a apprises au cours du lancement de ce produit, et cette dernière année a été vraiment riche d'enseignements. Il y a un certain nombre de leçons, et je reviendrai sur votre question sur le dernier point. C'est les différentes leçons, c'est premièrement avoir une information de qualité, une data de qualité structurée, intègre. Sans data de qualité, on ne peut pas avoir de l'intelligence de qualité. C'est vraiment cette notion de garbage in, garbage out. C'est vraiment un fondamental. Le deuxième point, c'est se mettre d'accord sur l'incrémental de ce qu'on va apporter. Donc, des modèles d'attribution de revenus sont essentiels. Et donc, se mettre d'accord sur la façon dont on va évaluer l'incrémental est un élément substantiel. Et le troisième point, qui a été favorisé par la crise du Covid, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'on a eu nos vendeurs qui n'ont pas pu effectivement être sur le terrain, donc ils étaient derrière un écran, et donc ça a favorisé l'adoption. Donc c'est d'avoir effectivement un niveau d'adoption et d'engagement des forces de vente à l'outil. Donc ça suppose des trainings, des sessions Q&A, vraiment un support régulier. On a une équipe qui travaille pour ça, de fournir un vrai support, de l'aide vraiment au fil de l'eau qui est vraiment un élément substantiel en fait de la réussite d'un projet de data science. C'est vraiment d'être là en support des vendeurs et surtout d'écouter en fait le retour. La data science, ça a une vraie valeur dans la mesure où c'est souvent basé sur des algorithmes de machine learning. Donc, on peut avoir un feedback en temps réel qu'on va partager avec nos vendeurs sur la réussite et l'efficacité ou la performance de tel ou tel programme. Donc, cet échange est vraiment essentiel. Merci beaucoup, Patrick Curceau. Merci beaucoup. C'était donc la présentation de Patrick Curceau de Thermo Fisher qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Stéphane Noir m'a rejoint pour la fin de la matinée, qui est donc organisateur de la conférence.
Avant de passer aux questions du public, je voulais poser une dernière question commune à tous nos invités. Avec ce qu'on a entendu pendant vos présentations, tous vos projets qui peuvent induire de profonds bouleversements dans vos habitudes, mais aussi celles de vos clients, de vos fournisseurs, collaborateurs, etc. En matière de changement, d'onboarding, quels enseignements forts est-ce que vous pouvez tirer de toutes ces expériences, à la fois les écueils à éviter et les bonnes pratiques à garder en tête pour favoriser la meilleure adaptation à la fois pour vos clients et pour vous en interne. Je vous propose qu'on refasse un petit tour de table dans l'ordre de présentation aujourd'hui. Est-ce que, Nicolas, vous avez quelques éléments de réponse à nous apporter ? Oui, tout à fait. En plus, je suis plutôt rassuré dans le sens où effectivement, j'ai entendu beaucoup de similitudes et de points communs. Et par rapport aux derniers éléments que notamment Olivier évoquait, effectivement, dans ce cadre de projet de transformation et de nouveaux usages et modèles, l'interne est extrêmement important. Et il n'y a rien de mieux que des collaborateurs. Et là, en l'occurrence, on parle très souvent, pour le cas en tout cas de Pomona, des équipes de vente sur le terrain, de vraiment les embarquer au maximum, d'en faire de réels ambassadeurs. À titre d'exemple, pour que vous compreniez, nous aujourd'hui, notre canal de vente e-commerce, il est aussi utilisé par des collaborateurs dans nos succursales et entrepôts qui utilisent ce canal d'achat pour leurs commandes personnelles. Et il n'y a rien de mieux qu'en termes de praticité et d'usage pour derrière aller le vendre aux clients. Donc voilà, l'interne est extrêmement important dans ce type de démarche et de projet. Damien Berthelot, est-ce que je peux vous laisser continuer ? Oui. En bonne pratique, qu'on s'efforce de s'appliquer, et donc j'imagine partageable, et peut-être en amont du moment où on déploie quelque chose, déjà sur l'idée ou sur l'objet, c'est l'enjeu d'être au plus près de nos clients, de nos premières lignes, nos équipes effectivement en agence, pour observer et comprendre. On s'applique en fait le maximum d'exercices d'ethnologue. En fait, passer le maximum de temps en tant qu'ethnologue pour observer nos clients dans leur quotidien, d'autres métiers, nos équipes, parce qu'on est convaincu qu'en fait, avant d'apporter une solution qu'on va s'efforcer de déployer, faut déjà tomber amoureux du problème et du diagnostic. Donc, c'est tomber amoureux du problème avant d'être apporteur de solutions et être sûr qu'on répond à un besoin, à une attente ou à un dysfonctionnement, plutôt qu'au final disperser beaucoup d'énergie pour essayer de convaincre des personnes, mais qui ne douteront pas que notre projet, que notre idée est très intelligente, mais si elle ne répond pas à un problème qu'ils ont ou un sujet qu'ils ont au quotidien, ce sera compliqué à déployer. On a donc des ambassadeurs chez Pomona, des ethnologues et des amoureux chez Saint-Gobain. Et Constance, de votre côté, que proposez-vous ? Alors, moi, un écueil à éviter que j'ai identifié, c'est de ne pas communiquer clairement sur le but du projet. Donc, la bonne pratique, c'est évidemment d'avoir une communication claire et chiffrée de préférence. Par exemple, atteindre un taux de digitalisation des achats indirects de 70% en décembre 2023, ça, c'est un but clair. Et ce qui est important aussi, c'est de le rattacher à la stratégie de l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est une des bonnes pratiques que j'ai accompagnées, en tout cas chez certains de nos clients. Une autre bonne pratique, ce serait de faire un plan de formation incluant tous les utilisateurs et, comme le disait Nicolas Chardon de Pomona, de choisir des key users, des ambassadeurs qui pourront être les référents du projet ou qui pourront aider les utilisateurs pour toute question. Encore une autre bonne pratique qui paraît évidente, mais ça va mieux quand on le dit, c'est de choisir le timing pour faire des formations, pas avant les congés de Noël, pas avant les congés très longs non plus, parce que sinon, évidemment, tout le bénéfice de la formation va être oublié aussitôt la formation passée. Une bonne idée pratique. Merci beaucoup, Constance Martini-Sondag. Olivier Fiquet, je vous laisse peut-être terminer. Moi, j'ai trois principes à vous partager. D'abord, le premier, j'ai beaucoup aimé l'idée de première ligne de Damien. Le premier principe pour moi, effectivement, c'est qu'il faut être au plus près des opérationnels et aller sur le terrain.
pas tout. On a toujours, notamment au niveau de notre management intermédiaire, un certain nombre de freins qui se lèvent parce que c'est une prise de risque d'aller davantage dans le digital. Et donc pour ça, aller sur le terrain, parler avec les gens, que ce soit les clients ou les collaborateurs, c'est quelque chose de très important. Le deuxième principe pour moi, c'est d'être dans une démarche de collaboration, de co-construction. Et donc de co-construire en fait nos solutions et nos services à la fois avec nos collaborateurs, mais aussi avec nos clients, les impliquer dès le début. Et le troisième qui va avec, c'est que lorsqu'on lance un nouveau service digital, le projet n'est pas terminé, c'est le début du projet. Et donc, ce qui est très important également, c'est de recueillir du feedback, des retours des utilisateurs, ces utilisateurs à nouveau étant à la fois des collaborateurs et des clients, pour corriger le tir si on a fait quelques erreurs, pour améliorer la solution, pour s'assurer que les gens sont dans un bon niveau d'adoption et d'appropriation. Merci beaucoup. Alors, on est un petit peu en retard sur le programme. On va répondre à quelques questions, mais je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire des réponses assez brèves puisque on arrive à la fin de cette matinée. Nicolas Chardon, encore une fois, je commence par vous. Dans certains secteurs de l'agroalimentaire, certains distributeurs, fournisseurs pensent qu'il faut occuper le terrain et que si le commercial n'est pas présent souvent, c'est le concurrent qui prend la place. Qu'en pensez-vous et comment bien intégrer les services e-commerce dans ce cadre-là ? Je suis assez d'accord avec cette phrase. Effectivement, dans notre secteur, la volatilité client est extrêmement forte. Et de fait, ce nouveau canal de vente permet aussi d'occuper le terrain dans des moments où, pour le coup, la force de vente n'est pas forcément là. Nous, on a beaucoup de commandes qui tombent le dimanche soir, beaucoup de commandes qui tombent entre minuit et 2 heures du matin. Mais effectivement, notre chef de secteur ou la télévendeuse, elle ne travaille pas là. Par contre, il y a tout ce travail de relais qui vient après, derrière, pour raccrocher le digital qui est extrêmement important pour essayer d'être au plus près du client et qu'il pense toujours à nous. Merci. Damien Barthelot, donc de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Une question. Au niveau de l'enquête, ce matin, on a vu un usage important en B2B, en tout cas plus fort que dans les plus grandes entreprises, du smartphone pour passer commande. Est-ce le cas aussi avec les artisans du BTP ? Quelles sont les innovations au niveau des applications ou de la mobilité en lien avec le drive peut-être et un bilan, s'il vous plaît. Ça va être compliqué d'être très synthétique là. Alors, on ne constate pas ça sur notre activité e-commerce. Bon, bien évidemment, nos sites sont responsives et on a des solutions sur smartphone. Après, en termes d'activité e-commerce, ce n'est pas le cas. Le poids du smartphone est finalement assez modéré par rapport à une activité entre guillemets par ordinateur. Alors, je vois quelques explications potentielles. La première, c'est qu'en fait, on n'est pas dans des logiques d'achat simples. En fait, dans notre métier, nos clients ne se disent pas, tiens, je dois acheter un produit et je fais l'opération. En fait, dès qu'on mène un petit chantier, en fait, on a plusieurs produits à commander, donc un panier qui est hélas rarement récurrent. Il change très régulièrement en termes de typologie produit. Et comme il s'agit de produits professionnels avec des caractéristiques techniques fortes, c'est pas forcément si évident et si implicite de tout de suite trouver des solutions vu les gammes, les très larges gammes de produits qu'on peut proposer. Donc c'est pas forcément si aisé sur le smartphone entre guillemets de se dire je vais commander tout ce qu'il me faut pour monter une cloison dans notre quotidien. Donc en fait charge à nous plutôt d'enrichir en fait cet usage du smartphone plutôt dans la dimension service plutôt que dans l'activité strictement e-commerce. Et c'est plutôt dans ce domaine-là qu'on souhaite l'apporter autour meilleure information, meilleur pilotage sur la livraison, le suivi, enfin différents éléments informationnels qu'on pourra apporter à nos clients de manière aisée et plus efficace. Merci beaucoup. Constance Martini-Sondag, je me tourne vers vous pour une autre question. Un petit peu plus d'actualité par rapport à la montée en puissance d'Amazon en B2B. Quels sont les atouts de Mercateo pour contrer ? Alors, Amazon, on me pose souvent cette question d'Amazon. Effectivement, Amazon est une très, très grosse structure. Mercateo est une entreprise européenne de taille plus réduite puisqu'on est une ETI, on a presque 600 personnes. On a un principe, nous, de neutralité, c'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser un fournisseur
ou un autre, et nous n'avons pas d'intérêt logistique non plus, puisque nous n'avons pas nos propres entrepôts. Donc, on travaille avec des fournisseurs partenaires qui, eux, ont toute latitude pour définir leur politique de fixation des prix, leur politique de catalogue. On travaille vraiment dans une dynamique de partenariat avec nos fournisseurs et c'est complètement différent, je trouve. Nos données donc sont hébergées uniquement en Europe. Ça, il faut aussi le signaler parce que ça a une grande importance pour certains de nos clients. On a une politique RSE qui est très, très orientée vers l'humain, puisqu'on a un turnover très bas chez Mercateo, le personnel qui reste en moyenne vraiment assez longtemps. Moi, personnellement, je suis là depuis presque 10 ans chez Mercateo et c'est vraiment le cas de nombreux de mes collègues. Donc, c'est une entreprise où il fait bon vivre, c'est une entreprise où on peut se développer et à la culture très, très humaine. Donc, c'est des valeurs fortes et qui sont pour moi très importantes. On a aussi l'innovation. Chez Mercateo, on a des innovations comme le Best Basket, l'optimisation du panier, ou le réseau UNAT dont je vous ai parlé tout à l'heure. Connecte-toi en un clic avec ton fournisseur. C'est une innovation lancée par Mercateo uniquement et à ma connaissance, personne d'autre ne fait ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Olivier Fiquet, la dernière question du jour, elle est pour vous. Dans le sur-mesure, comment voyez-vous l'apport du digital? Qu'est-ce qui a déjà été fait ou pourrait être fait? Effectivement, sur la partie sur mesure, les challenges sont un petit peu plus importants que du e-commerce classique. On a lancé très récemment un service bêta en Amérique du Nord sur une partie de notre offre. L'idée qu'il y a derrière, effectivement, c'est d'essayer de digitaliser en grande partie le process de cotation et de devis. Soit quand c'est possible en apportant immédiatement la réponse au client sur le coût de ce que va représenter sa demande, soit en accélérant en fait le traitement de la demande par le fait que le client a pré-rempli un certain nombre d'informations, qu'il a donné son contexte et que du coup on est en mesure de lui répondre beaucoup plus rapidement. Et on s'aperçoit que nos clients comprennent parfaitement que nous ne soyons pas en mesure de digitaliser complètement le processus. Par contre, ils sont demandeurs de ce que leur apporte le digital en termes de visibilité sur l'avancement, parce que ce qui importe à nos clients, c'est la date à laquelle on va leur remettre l'offre. C'est ce jalon qui est important pour eux et le fait qu'on s'y tienne, bien sûr. Et le digital leur permet en fait d'avoir cette visibilité qui était un peu plus compliquée à obtenir sur des canaux traditionnels. Merci beaucoup, Olivier Fiquet. Et bien, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour répondre à mes questions et à celles du public.